Question du jour. Depuis hier, 195 pays ont commencé à adopter un nouveau rapport scientifique du GIEC sur les effets dévastateurs du réchauffement climatique. 2 semaines d'évaluation dont les conclusions seront rendues publiques le 28 février. Et pendant ce temps-là, à Pékin, se tiennent les JO d'hiver, des jeux pour lesquels il a fallu décimer des milliers d'arbres pour construire des pistes de ski, consommer des millions de mètres cubes d'eau et quantité d'électricité pour produire de la neige artificielle. Bonjour Pierre Rondeau. Bonjour. Vous êtes économiste du sport et professeur à la Sport Management School. On vous doit notamment fin de partie pour le foot aux éditions de l'Aube. Alors pour un pays qui est l'un des plus gros pollueurs au monde, Pékin avait promis des Jeux verts avec ses JO d'hiver. Était-ce une première en la matière quand ils ont présenté leur candidature? Quand ils ont présenté leur candidature, oui, mais la candidature, c'était le dossier. C'était le dossier de candidature, c'était mettre en avant l'idée symbolique que c'était des jeux écologiquement responsables, au bilan carbone neutre. Ils mettaient en avant le fait d'une consommation, d'une production d'électricité basée sur des énergies renouvelables, basée sur une logique de respectabilité environnementale. Le dossier de candidature, on peut raconter beaucoup de choses à l'intérieur. On peut dire beaucoup de choses. On peut dire que ça coûtera peu cher, que ça sera éthiquement, écologiquement responsable. Mais au final, ce qui s'est passé, on le constate empiriquement, on le constate visuellement. Ces Jeux olympiques de Pékin sont très polluants et très destructeurs d'un point de vue environnemental. Et alors, à l'épreuve des faits, justement, qu'est-ce qui est constaté sur le terrain en termes d'impact écologique? Est-ce pire que d'autres JO d'hiver? Bah, Espire, oui. Alors, il faut bien comprendre l'idée dans ces JO, c'est que Pékin a voulu les utiliser à des fins géopolitiques, à des fins diplomatiques, à des fins réputationnelles. C'est la première fois dans l'histoire des Olympiades qu'une ville accueille à la fois des Jeux d'été et des JO d'hiver. Ça s'est jamais fait jusqu'ici parce qu'à chaque fois, les villes d'été Mmh. correspondaient à une certaine, comment dirais-je, météo-climatologie particulière pour pratiquer des sports d'été, et les villes qui accueillaient l'hiver correspondaient effectivement à une climatologie particulière pour l'hiver. Ici, Pékin, on a au final une ville qui peut accueillir des jeux d'été et qui ait la prétention d'accueillir des compétitions d'hiver. Donc qui a dû tout construire dans un environnement, dans un climat qui n'est pas propice à cet accueil. On sait, vous l'avez dit, on l'a vu, des pistes de ski ont été construites aux abords de la ville dans une région où il ne neige pas. Donc Oui, des alors ça quand millions même de ça mètres quand cubes. même, c'est très étonnant, Pierre Rondeau, C'est parce que, on était malgré tout au fait de cela. C'est-à-dire, un lieu où il ne neige pas, hein, on ne pouvait pas attendre, qu'il y ait, de la neige pour que celui-ci devienne, soudainement une piste naturelle. Si vous voulez, il faut bien comprendre la logique de la part du CIO, donc le Comité international olympique, qui désigne la ville organisatrice. Le CIO, sous couvert comment dirais-je, de logique démocratique, de démocratisation du sport, le CIO a un but surtout et avant tout économique. Il veut s'ouvrir au monde, il veut capter la plus grande part de marché. Jusqu'ici, les Jeux olympiques d'hiver ne touchaient finalement que les pays occidentaux, les pays européens, les pays nord-américains, qui avaient l'habitude de pratiquer Mmh. les sports d'hiver, le ski, le Bien sûr. patinage. Mais il fallait s'ouvrir au monde, il fallait toucher les marchés asiatiques, les marchés coréens, comme on l'a vu à Phnom Penh récemment, les marchés russes, les marchés peut-être un jour africains, qui sait, mais en tout cas, s'ouvrir le plus possible au monde. Eux, leur logique, c'est la démocratisation du sport. On le sait, c'est surtout et avant tout la logique de captation de marché. Donc aller en Chine, c'était aussi pour espérer toucher, capter un marché d'1,6 milliard de personnes. Donc aller même là où on ne pratiquait pas le ski, où il n'y a pas de piste de ski, où il fallait tout construire, quitte à détruire des réserves naturelles et à consommer des centaines de millions de litres d'eau. Et personne n'a protesté? Bah, au final, quand bien même on proteste, quand bien même on est des organisations non gouvernementales qui protestent, des citoyens qui protestent, des fans de sport qui protestent, malgré tout, constater la chose, les gens regardent les Jeux olympiques, les médias en parlent, on se gargarise des victoires, au biathlon, on se gargarise des victoires au ski de fond ou au patin artistique. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, on parle du choc environnemental, mais jusqu'ici, prenez tous les médias, généralistes ou spécialisés, on a surtout et avant tout mis en avant la beauté du sport. C'est un Oui, peu, parce qu'en si vous fait, voulez. on ne réalisait peut-être pas auparavant, Pierre Rondeau, qu'il y ait, une situation aussi, comment dirais-je, surréaliste. Parce que personne n'avait imaginé qu'on allait autoriser des épreuves de ski sur,
un lieu où il n'y avait jamais eu de piste de ski. Bah, le problème, c'est quand vous avez même les sportifs qui s'affichent et qui disent que c'est pas choquant parce que la neige artificielle, ça arrive régulièrement, même en Europe ou même en Amérique du Nord. Donc ils ne vont pas protester ou boycotter ou tenter de boycotter la compétition. Quand vous avez des fans qui critiquent les critiques, finalement, vous avez même des fans de sport, des fans des JO qui vont critiquer les gens qui vont alerter contre ces risques et ce fléau et cette gabegie environnementale parce qu'on vont considérer qu'on mépriserait le sport. C'est tout le paradoxe. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un aveuglement. On parle des Jeux Olympiques, mais j'attends beaucoup, par exemple, de la situation de la Coupe du monde de football au Qatar en novembre prochain. Parce que celle-ci, tout particulièrement, vous disiez qu'on a alerté tout de même, mais on n'a rien fait. La Coupe du monde au Qatar en 2022, ça fait quand même 10 ans qu'on alerte. Ça fait 10 ans qu'on met en avant le choc environnemental, le choc humain, le choc économique, le choc social, sans parler des soupçons de corruption de la part du Qatar pour l'obtention de la Coupe du Monde. J'attends vraiment de voir si les citoyens français, européens, internationaux vont regarder cette Coupe du Monde ou vont la boycotter. Ça va être très simple. Au bout d'un moment, est-ce qu'on peut continuer à accepter l'inqualifiable, l'injustifiable, ou au contraire à se dire que finalement c'est le sport, et donc le sport peut se passer des considérations écologiques et économiques. Mais alors, justement, là aussi, si on continue, Pierre Rondeau, dans ce domaine, est-ce que il n'y a pas la possibilité de voir si sur le plan éthique, là aussi, il n'y a pas des solutions? euh, on sait, par exemple, que la question des Ouïghours a été largement documentée, mais on voit malgré tout que cela est un vrai souci Si vous aujourd'hui en voulez, Chine. on pourrait imposer. Alors, il faut bien comprendre que le CIO pour les Jeux Olympiques, que l'UEFA, que la FIFA pour le football, que toutes ces grandes instances internationales sont non gouvernementales. Elles n'ont pas de compte à rendre vis-à-vis des gouvernés et des Mhm. gouvernements. Donc, elles font ce qu'elles veulent finalement. Bien sûr. Mais on pourrait tout de même, malgré tout, de la part des villes ou des pays candidats à une organisation, imposer des chartes démocratiques, écologiques, économiques, imposer à ce que dorénavant, elles aient ces compétitions à respecter des normes environnementales rigoureuses et sérieuses, en plus de normes sociales, humaines et économiques. Mais moi, je dirais que le meilleur moyen de mettre en avant et d'imposer à ce qu'il y ait un véritable bouleversement du système, ça vient directement des citoyens, de nous. Arrêtons de regarder ces compétitions si on ne les respecte pas. Arrêtons d'applaudir, Voilà. malheureusement, je dirais, les sportifs qui remportent des médailles dans des compétitions qui ne respectent pas des normes environnementales et économiques. C'est tout Par un exemple, programme. mais oui, mais c'est pour ça que pour la Coupe du monde 2022, j'attends vraiment de voir ce qui va se passer. Parce qu'on ne pourra pas Et me il y a dire 2024 aussi à Paris, à peut-être. Paris, après au Un JO. mot de conclusion là-dessus, Pierre Rondeau, s'il vous plaît. Bah, les JO de Paris, pour l'instant, ce qui est mis en avant, c'est le fait que le budget sera respecté aux alentours de 7 milliards d'euros. J'ai envie de les croire, c'est surveillé par la Cour des comptes, mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est que les 7 milliards d'euros seront consacrés spécifiquement aux Jeux Olympiques de Paris. N'oublions pas que les Jeux Olympiques de Paris, c'est un accélérateur pour le Grand Paris. Le Grand Paris, c'est 35 millions d'euros, 30 milliards pardon, d'euros de budget. Donc à voir si ça va coûter au final beaucoup plus d'argent que ce qu'on pensait. Merci Pierre Rondeau. Je rappelle le titre de votre ouvrage Fin de partie pour le foot. C'est aux éditions de l'Aube.